Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma série 5 romans où je vous parle de mes 5 dernières lectures. C'est un peu drôle de dire ça parce que ce ne sont pas du tout mes 5 dernières lectures, ce sont mes 40e dernières lectures peut-être. J'exagère, mais je suis très en retard, c'est pourquoi je vais essayer de faire ces vidéos toutes dans la même journée pour vous les poster assez régulièrement. On croise les doigts pour que je tienne parole. Commençons donc tout de suite avec La vie secrète des animaux de Peter Wohlleben. Donc Wohlleben parle de notre rapport aux animaux, de pourquoi est-ce que on devrait pas considérer les animaux comme étant inférieurs à nous. Et en fait, il parle du coup de tout ce qui est... est-ce que les... En fait, il se pose surtout une question fondamentale qui est: est-ce que les animaux ressentent des choses? Est-ce que les animaux peuvent ressentir la jalousie, le désir, l'amour, la protection, l'amitié, ce genre de choses? Est-ce que les animaux peuvent les ressentir? Et en fait, il répond en se basant sur des études scientifiques et sur son ressenti, parce qu'il est garde forestier depuis plusieurs années en Allemagne, et donc il est très souvent confronté aux animaux. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est très sympa, on apprend pas mal de choses de manière très simple. C'est-à-dire que l'écriture de Peter Wohlleben n'est pas du tout scientifique, dans le sens où c'est vraiment accessible à tous, à toutes et à tous. Si je devais critiquer quelque chose, ce serait le fait que pour certains points, Peter Wohlleben ne s'appuie pas sur des données scientifiques et seulement sur sa propre expérience. Alors loin de moi l'idée de dénigrer son expérience qui est sans doute très bonne, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse baser du coup un livre avec des notions qui se veulent scientifiques sur ses simples expériences et ses ressentis par rapport à certains animaux. C'est une bonne idée de les utiliser pour appuyer son propos plus encore, mais je sais pas si c'est assez pour certaines choses. Après, il le fait pas pour tout. Pour la plupart des choses, il se base sur des études. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce qu'il dit sur ce texte, j'ai vu beaucoup de critiques sur internet dire qu'il montre qu'un seul point de vue. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on commence à se pencher sur la chose et qu'on se rend compte que les animaux, mais c'est pas juste des fantasques de véganes extrémo-gauchistes, c'est juste des faits qui sont observés par la science. Quand on se rend compte que les animaux ressentent des choses, par exemple, les animaux ressentent la douleur, ils ont un ressenti de la douleur, ça a été prouvé scientifiquement. Comment on ne peut plus à ce moment-là dire qu'on a un seul point de vue? C'est comme pour... j'en avais déjà un peu parlé sur mon blog quand j'avais parlé de Jefferson de Jean-Claude Monleva. Jefferson, Jean-Claude Monleva, on est dans un monde où les animaux sont anthropomorphisés, et il y a des animaux anthropomorphisés et qui vivent dans une société similaire à la nôtre, et il y a des animaux comme chez nous qui sont destinés à l'abattage, etc. Et donc Jefferson, Jean-Claude Monleva, c'est un vrai livre pour enfants qui s'oppose au fait qu'on mange de la viande finalement. Et j'avais vu beaucoup de critiques de gens dire ouais, il dit ça à des enfants, mais il leur montre pas l'autre côté de la chose. Mais en fait, à partir du moment où l'histoire est racontée du point de vue d'un cochon, tu peux pas juste... Le cochon, il va pas se mettre à dire ouais, il faut pas manger la viande. Mais en même temps, c'est vrai qu'un petit steak de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Bah non, forcément, évidemment qu'il y a qu'un seul point de vue pour ce genre de choses. On n'est pas sur un livre, c'est pas comme si on était sur un article qui essaye de présenter chaque point différemment. Pareil ici, Peter Wohlleben donne son opinion, il s'appuie sur des démonstrations scientifiques, mais il parle de son intime conviction. D'ailleurs, Peter Wohlleben ne dit pas qu'il faut pas manger de viande, hein. Je fais juste le parallèle avec Jefferson parce que j'ai vu le même genre de commentaires, mais il ne dit pas, mais Peter Wohlleben ne dit pas ça. Surtout, il dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, enfin que j'ai trouvé vraiment juste. Il dit, en fait, si on ne sait pas si les animaux ressentent des choses ou non, pourquoi est-ce qu'on se dit, oh, disons qu'ils ne ressentent rien, et mangeons-les, tuons-les, torturons-les, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux se dire, vu qu'on ne sait pas, mieux vaut dire qu'ils pensent des choses pour éviter la souffrance inutile, et si jamais après les études scientifiques montrent qu'ils ne ressentent rien, là voilà. Et c'est vrai qu'en fait quand on y pense, ça n'a aucun sens. Alors ensuite j'ai lu enfin La Passe Miroir de Christelle Labos, donc le premier tome qui s'appelle Les Fiancées de l'hiver, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai adoré La Passe Miroir. Il faut savoir que depuis des années, bon, tout le monde en parle, vous l'avez vu passer partout, le nouveau Harry Potter, tout ça. Et moi, il me faisait peur, cette énorme bricasse là.
je savais pas où ça allait, etc. Il faut savoir que, en fait, au final, je me suis rendu compte quand j'ai commencé la passe miroir que je ne savais même pas ce que c'était le résumé de la passe miroir. J'en avais entendu parler partout, mais je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et donc on va suivre l'histoire de Ophélie, qui vit tranquillement avec sa famille. Elle a des pouvoirs qui sont... elle peut traverser à travers les miroirs, d'où le titre de la passe miroir, et elle peut lire le passé des objets. Et un jour, elle va être mariée de force à Thorn, qui est le seigneur d'un autre monde, enfin d'une autre communauté, je sais pas trop comment vous dire, mais il est le seigneur d'un autre camp, voilà, un camp, c'est ce que je cherchais. Il est le seigneur d'un autre camp, et elle va être mariée de force à cet homme. Et en fait, une fois qu'elle va arriver, du coup, dans la forteresse où elle devra maintenant vivre, elle va vite se rendre compte que si on veut l'avoir mariée à cet homme, c'est sans doute pour des raisons politiques, etc., etc. Très très bonne lecture, l'univers est vraiment très bien construit. Ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, j'ai vu des gens critiquer le livre en disant qu'il ne se passe rien dans le tome 1. Et en fait, je peux pas leur donner tort, mais en même temps, j'ai trouvé ça passionnant de voir à quel point il ne se passe rien, et pourtant on est happé dans l'histoire. Ça veut dire que vraiment, quand j'y pensais, parfois j'étais là, waouh, j'en suis à 300 pages, je pourrais résumer ce qui s'est passé en tout en 2 phrases. Et pourtant, vraiment, on est dedans, parce qu'il y a une vraie construction de l'univers qui se fait petit à petit. On découvre le monde avec les yeux d'Ophélie, donc c'est pas du tout dérangeant pour le lecteur. On n'a pas des moments... Il y a quelque chose que je déteste, que j'aime pas trop en fantasy, c'est quand il y a quand le héros sait déjà exactement, connaît les clés de l'univers, et qu'ensuite c'est amené un peu maladroitement au lecteur. Donc par exemple, on va avoir le héros qui dit en effet, je fais partie de la race des trucs. La race des trucs est là depuis 2000 ans. Et c'est pourquoi je suis supérieur à toi, qui est de la race des machins. Race des machins qui n'est là que depuis tant, et vous nous avez trahi avec votre chef qui machin. Ce genre de situation, je sais pas si je l'ai bien décrit, mais ce genre de situation où les héros se disent à dire des choses qui sont censées être pour eux normales, et donc en temps normal, ils ne diraient pas. C'est comme si nous, dans notre monde, on se mettait à dire des choses comme « Oh là là, je vais prendre ma voiture !» C'est vrai que la voiture est un moyen de locomotion fort efficace qui fonctionne avec de l'essence. Il faut d'ailleurs que j'en reprenne. Ce serait super bizarre, personne ne parlerait comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en fantasy, certains auteurs et autrices ont un peu tendance à faire ça à l'oral, et quand on le transpose dans notre monde, on voit bien à quel point c'est bizarre. Bref, longue parenthèse pour dire que la passe miroir ne fait pas ça. On découvre vraiment les choses avec le point de vue d'Ophélie, et c'est très agréable. On a des personnages secondaires qui sont bien construits, bien que encore assez peu présents. J'ai bien aimé Renard, j'aime beaucoup la tante d'Ophélie, qui a un rôle très secondaire, hein, on va pas se mentir, mais qui apporte vraiment une touche d'humour et de tendresse dont Ophélie a bien besoin. J'aime beaucoup aussi l'évolution de Ophélie parce qu'elle est vraiment graduelle et légère, et finalement elle est vraiment importante. Ça veut dire que Ophélie au début, elle est réservée, elle ne veut pas voir de monde, elle aimerait ne pas se marier du tout d'ailleurs, et finalement en fait elle va découvrir à travers les complots etc. à s'imposer, et finalement à la fin elle est prête à accepter ses responsabilités et à se battre pour ses droits, à se battre pour sa vie. Et il faut savoir que la fin du tome 1, spoiler, petit spoiler, franchement c'est pas très grave si vous le savez, petit spoiler, ça se termine par l'entrée d'Ophélie à la cour officielle. Et alors là, du coup, ça me donne très envie de lire le tome 2, parce que franchement, toutes les ambiances, moi, de cour, de trahison, de robe de bal, j'adore. Donc je pense que je vais bien aimer. Mais en même temps, ça me fait un peu peur, parce que j'entends plein de gens dire que le 2 c'est le meilleur et qu'après ça devient moins bien. Je pense que je vais essayer. Et je l'ai emprunté, il est là-haut. Et je pense que je vais le lire très bientôt. Pour le Cold Winter Challenge, j'ai lu Elle s'appelait Camille de Lucie Galland sur ma liseuse. Ce livre était pas terrible. C'est un roman jeunesse, donc on va suivre l'histoire d'un jeune garçon. Lui et son frère vont être emmenés par leurs parents en vacances dans l'ancienne maison de sa mère. Et un jour, ce garçon dont j'ai oublié le nom va découvrir une fille qui s'appelle Camille et qui semble être un fantôme venu du passé,
qu'est-ce que c'était de lui dire, et en même temps il tombe amoureux d'elle, tintintin. Alors, premièrement, le style. Le style, j'ai pas accroché du tout. Ensuite, l'histoire, qui était pour moi mais prévisible, mais super prévisible. Le personnage, je ne l'ai trouvé pas du tout logique, ça veut dire que je l'ai trouvé à la fois complètement immature et en même temps trop mature pour son âge. Ça veut dire que parfois il a des réflexes, il a une manière de parler qui ne fait pas du tout enfant de 12 ans en fait, enfin qui ne fait pas du tout adolescent de 12 ans, et en même temps il est parfois mais d'une stupidité crasse. Par exemple, il va tomber amoureux de Camille. Spoiler! Il va donc tomber amoureux de Camille, et on découvre après que Camille est le fantôme d'une ancienne amie de sa mère. Et en fait, il faut savoir que même après qu'il ait appris ça, il continue à s'imaginer que Camille est l'amour de sa vie et machin. Mais tu te doutes bien que tu vas jamais pouvoir avoir de relation avec un fantôme, qu'est-ce que tu crois? Et il imagine qu'il peut la sauver ou quoi, mais bah bref, il est débile, il est extrêmement débile. Fin des spoilers. Pourtant, il y a eu vraiment de bonnes critiques. C'est-à-dire que j'ai vu sur Babelio, il y a vraiment de bonnes critiques. Le livre semble avoir été vraiment apprécié. Donc, tant mieux. Peut-être que vous pouvez lui laisser une chance. C'est peut-être juste moi qui l'ai pas aimé. Hein. Ce serait pas la première fois. Et je vais vous parler maintenant de Babysitter Blues de Marion Muraille. Alors, il faut savoir que j'ai une relation très bizarre avec Marion Muraille. D'un côté, je l'adore, par exemple, Miss Charity ou Sauveur et Fils font partie de mes livres préférés. Et d'un autre, il y a certains livres que tout le monde a acclamés et que j'ai pas du tout aimé d'elle, par exemple, Simple. Alors, Simple, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, mais pas du tout. Et j'ai été très déçue finalement parce que j'en attendais beaucoup. Pareil pour Oh Boy, tout le monde m'a parlé de... tout le monde a parlé à un moment de Oh Boy, de Marion Muraille comme étant extraordinaire, etc. Et moi, vraiment, j'ai pas accroché du tout au style. Et ce qui est très étonnant, parce que finalement, je le connais, le style de Marion Muraille dans d'autres de ses œuvres. Et là, il ne me dérange pas, au contraire, je l'adore. Et dans d'autres de ses livres, je n'arrive pas du tout à y crocher. Voilà, donc voilà pour Marion Muraille ce que j'en pense. C'est pourquoi Babysitter Blues, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je savais pas trop de quel côté de Marion Muraille on allait se placer. Et ça a été une très bonne lecture. Donc on va suivre un jeune garçon dont j'ai perdu le nom, je crois qu'il s'appelle Valentin, mais je suis plus sûre, qui, pour se faire de l'argent de poche, va se mettre à faire du babysitting. C'est très drôle, c'est franchement drôle. C'est le héros est vraiment très Marion Muraille, hein. si ça peut vouloir dire quelque chose, ça veut dire que vraiment il est, je trouve, il a vraiment un style de s'exprimer, etc., qui ressemble vraiment au style de l'autrice. C'était une bonne lecture. Franchement, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est vraiment le style de livre. En plus, il est très court, donc franchement, faut le découvrir par soi-même. Sinon, en fait, si je vous en dis un peu plus que le résumé, vous allez tout savoir de l'histoire parce que l'histoire est très courte. Mais c'était vraiment sympa et je pense que je lirai la suite, c'était chouette. Sauf petit bémol, ça s'appelle Babysitter Blues, j'aurais aimé voir un peu plus de babysitting. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est L'âge des possibles de Marie Charte. Alors ce livre réveille en moi des sentiments contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ma lecture, que j'ai trouvé impactante sur le coup, mais c'est le genre de livre que j'ai oublié, mais enfin, comment dire, je l'ai pas oublié, parce qu'au contraire, je m'en rappelle très bien, mais son impact a été très bref. Ça veut dire que vraiment, sur le moment, je me suis dit, waouh, oh ha, et puis 2 minutes après, je vis ma meilleure vie. Oui. Donc Saul et Rachel, ce sont 2 adolescents qui sont amish, et ils vont décider de faire leur Rumspringa. Donc en fait la Rumspringa, c'est une année chez les amish où tu peux en fait pendant 1 an faire ce que tu veux, enfin ce que tu veux dans les limites de la loi évidemment, mais tu peux fumer, boire, aller danser, avoir un téléphone, etc. Pour ainsi découvrir ce à quoi tu renonces en devenant amish et pouvoir faire ton choix en toute connaissance de cause. Donc on a Saul et Rachel qui sont amish et qui vont faire leur Rumspringa et qui partent à Chicago pour faire leur Rumspringa. Et à côté de ça, on a le personnage de Temple qui est une jeune fille très angoissée qui va devoir partir à Chicago toute seule
pour aller voir le dernier spectacle de sa danseuse préférée. Et ces trois-là, en fait, vont se croiser en route. Ils vont aussi croiser un autre garçon. Et ces 4 adolescents vont faire un bout de la route ensemble. Voilà. Le point positif, j'ai trouvé le livre très intéressant sur plein de réflexions. J'ai bien aimé le point de vue de Temple, qui est vraiment un personnage chouette. Après, pour le style d'écriture, je l'ai trouvé bien. C'est un style assez classique, sans fioriture. Ça veut dire que ça dit les choses de manière nette. Et ça, c'est quelque chose, pas que j'aime tout le temps, mais qui ici était vraiment adapté et agréable. Ce qui, pour moi, m'a vraiment agacée, c'est Saul et Rachel, qui sont donc tous les deux qui ont tous les deux été élevés dans la communauté Amish. Il faut savoir que, spoiler, si Saul se sentait à l'étroit dans cette communauté et espérait pouvoir profiter de sa Rumspringa pour se remettre en question et peut-être même quitter la communauté Amish, au contraire, on a Rachel qui se sent très bien dans la communauté, qui ne comprend même pas, qui avait même pas forcément envie de faire sa Rumspringa en fait. Et les deux donc sont amoureux. Et ils vont partir à Chicago, et en fait les choses vont un peu s'inverser. Ça veut dire que Saul, qui pensait avoir besoin de quitter la communauté pour s'ouvrir au monde, découvre qu'en fait ce monde qu'il fantasmait tant l'effraie, et il a très vite la sensation, il a besoin de retourner en fait dans cette communauté où il se sent finalement plus protégé. Et à l'inverse, on a Rachel qui donc était très satisfaite de sa vie, et qui se rend compte, qui découvre des tas de choses, et qui est émerveillée par cette nouvelle vie qui s'offre à elle. Et ce qui m'a gênée, c'est que cette réflexion est très intéressante. Ce développement est super intéressant, super bien vu, etc. Le problème, c'est que ce développement se fait en 2 jours. Ça veut dire que toute l'histoire en tout se passe en 2 ou 3 jours, 2 jours je crois. Ça veut dire en fait, au bout des 2 jours, les deux vont rentrer chez eux, Saul va ramener Rachel un peu de force chez elle, etc. Et en fait, je ne comprends pas ça. Dans le sens où Rumspringa, c'est 1 année entière normalement. Ça aurait été tellement intéressant de les suivre sur 1 année entière, de les voir évoluer au petit à petit, de voir par exemple Saul au début super enthousiaste et Rachel au contraire plus réservée, et puis que les tendances s'inversent petit à petit. Ça aurait été super intéressant. Mais là, on a vraiment eu une évolution éclair, et ça m'a vraiment gênée. Parce que du coup, on a Rumspringa qui est censé durer 1 an, c'est censé être 1 an de réflexion, 1 an de test pour savoir si oui ou non on veut rejoindre cette communauté Amish. Et là, ils l'ont évacué en 2 jours. Saul, en 2 jours, ça y est, il est certain de son choix. Et j'ai trouvé ça assez maladroit. De manière générale, l'évolution des personnages est pertinente, bien menée, mais trop rapide. Pareil pour Temple. À la fin, elle prend du courage, elle prend confiance en elle, elle apprend à se repérer, à faire confiance aux autres. C'est une super évolution, mais elle a lieu en 2 jours. Je veux bien croire. J'ai l'impression que l'autrice a voulu montrer une espèce de bulle hors du temps où ces 4 adolescents. Je veux pas vous parler du 4e pour pas trop vous spoiler, parce que même si parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et je pense qu'il se découvre vraiment sur le moment. Je pense que l'autrice du coup a voulu faire une espèce de bulle où ces 4 adolescents sont un instant sans contrainte, un instant hors du temps, et où ils peuvent juste être eux-mêmes et déambuler dans les rues de Chicago. Et ça, cet aspect-là est bien réussi, mais vraiment l'évolution des personnages est trop rapide. Et pourtant, elle est vraiment pertinente, mais trop rapide. Et c'est ça qui m'a, je pense, empêché de plus apprécier que ça ma lecture. Malgré tout, c'était une chouette lecture, je vous le recommande quand même. C'est intéressant, rien que pour voir le sujet de la communauté Amish abordé, que je n'avais jamais vu en littérature ado. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine fois.